Bienvenue sur Cosette. Tu parles bla 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 bla. C'est moi qui parle là. Oh, c'est moi qui parle. Mec, c'est moi qui parle. 1 plus 1 égale 1, ou peut-être que 1 plus 1 égale 11. Et ça, c'est beau. Rire, c'est bon pour la santé. Merci, hein. Puis bonne chance surtout. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Cosette, premier épisode de la saison 3 pour parler parentalité. Et avec moi autour de cette table, mes deux Cosettes ne sont pas là, je suis en tête à tête. En tête à tête avec qui ? Un humoriste, comédien, chroniqueur, excellent danseur et coach sportif dans une ancienne vie. Après des études et un début de carrière dans le sport, c'est à 17 ans qu'il découvre l'improvisation et fait ses premiers pas sur scène. Et c'est en 2010, à la suite d'un discours de mariage qui fait rire tous les invités, qu'on l'inscrit à un tremplin d'humour qu'il gagne. Suite à cela, il décide de tenter sa chance et de lancer pleinement sa carrière d'humoriste. En 2016, il intègre le Jamel Comedy Club. Il a ensuite été repéré par Arthur, qui l'invite régulièrement dans ses émissions sur la chaîne TF1. En 2018, il devient chroniqueur radio dans la bande originale de Nagui sur Mon France Inter Chérie. Il joue des programmes courts tels que Le Morning sur C-Star et Le Roi de la Vanne sur Canal+, et plein d'autres choses, mais je dois écourter mon intro. En 2021, après plusieurs participations, il présente conjointement le Montreux Comedy Festival à côté de l'excellent humoriste Guillermo Guise. Il nous revient aujourd'hui avec son spectacle Enfin qu'il jouera ce soir à Lausanne. Dommage, c'est du podcast qui sera trop tard pour le voir ici, mais il sera encore en tournée un peu partout en France, mais aussi en Belgique. Si vous êtes sur Paris, ne loupez pas son Olympia le 30 décembre. Je mettrai les dates en lien du podcast. Il joue, il chante, il danse, il est super papa. Cet humain semble parfait. On est entre le surfeur et le boxeur. Chez lui, le J, c'est le G, car son père s'est trompé lors de l'écriture de son prénom sur son acte de naissance. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'ai la joie et l'honneur de recevoir Jérémy Crédville et j'applaudis. C'est beau, mais je crois que chez eux, les gens applaudissent aussi. Jérémy, comment tu vas ? Est-ce que je me suis trompé sur l'intro ? Non, j'ai dit des conneries. Aucune faute, c'est ça, je me suis dit, il est très bien renseigné. Ah super. Ouais, très bien. Comment tu vas ? On est à Lausanne. Ouais. On est dans le bar de ton hôtel. Exactement. Oui, je suis à mon hôtel, dans les bars sombres. Ouais, non, je vais très bien. J'aime beaucoup, moi, les tournées. Ouais. Même si, vu qu'on va parler parentalité, forcément, les enfants manquent, tu vois. Mais je peux pas les emmener partout. Parce que je me dis, des fois, il y a plus d'heures de trajet que de moments dans la ville. Et donc, ce serait épuisant pour elles. Ça t'arrive parfois de les emmener avec toi en tournée ? Quand je reste plusieurs jours. Mais là, pour des dates vraiment diffuses comme ça, non. Ok. Ils sont mieux à la maison. Est-ce que tu as des actus, des choses à nous dire ? On commence comme ça. Non, mais ton Olympia, là, enfin le monde Olympia. Ton Olympia dont tu as parlé, ouais, c'est une belle fin d'année 2022. Ouais. Tu vois, puis ça signe aussi les 11 ans de carrière, parce que tu l'as dit aussi, je commence en 2010. Donc non, c'est la grosse actu du moment, c'est ça, c'est cet Olympia. Sinon, on tournait France, Belgique, Suisse, en tournée francophonie. Et sur France Inter une fois par semaine. Alors là, j'ai un peu levé le pied, j'ai fait comme Guillermo. En fait, on s'est tous dit, on a fait une belle saison, c'est peut-être le moment d'arrêter. Et en fait, on aime bien. Et on a pas mal d'actu, de tournage, etc. Du coup, j'y suis le mardi, mais de façon un peu pareil, diffuse. C'est-à-dire que je vais être 2 mardis par mois sur France Inter. Donc, faut écouter. Ok. Bon, les Suisses t'ont bien accueilli ? Ouais. Ah oui, merveilleux accueil. J'étais à Genève hier. Ouais. Tu vois, je dis même pas Genève, je dis Genève. Donc c'est là, j'étais bien accueilli. T'as joué au Caustic, une petite salle. Ouais, c'est ça. Je fais un plateau. Elles avaient déjà une prog qui était bookée. Et je leur ai dit il y a 2 semaines, en fait, j'arrive la veille de ma date à Genève. Ouais. Bon, si vous voulez, on se fait un petit truc. Ouais, vas-y, viens, joue. On a fait un plateau. C'est très, 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 très chouette. Et tu joues dans quelques heures à la Métropole. Oui. Comment tu te sens ? Eh bien, franchement, je suis jamais stressé avant de jouer. Ouais. Jamais stressé pendant, jamais stressé après. Donc c'est bien. Non, j'ai hâte, je l'ai pas encore vu la salle, mais tu m'as dit qu'elle était chouette. Oui, elle est chouette. Ouais, non, j'ai hâte d'aller voir. Ok, bon, un peu d'actu insolite. Dernière nouvelle de demain. Mesdames, messieurs. Une émission réalisée grâce à Pampers Maxi Plus pour les grands bébés. Ouais, j'ai adapté. Les grands bébés. Les grands bébés. Ah, c'est génial le slogan. Actu insolite. Du coup, je débute une actu, tu trouves la suite. Une automobiliste, récemment verbalisée par la police du Texas parce qu'elle roulait dans une voie réservée au covoiturage, estime qu'elle était dans son droit. Ouais. Elle a donc décidé de porter l'affaire devant les tribunaux. Pourquoi ? Parce qu'elle voyageait avec un animal ? Non. Il y avait quelqu'un d'autre dans la voiture ? Non. Elle était vraiment seule ?
Elle est schizophrène. Non. Je peux répondre pendant 1 heure, tu sais. Il s'est passé quoi aux États-Unis récemment? Des attentats, une tuerie dans une école. Entre 2 tueries, il y a une loi qui a été votée. Pour l'avortement. Exactement. Ah, du coup, elle avait un petit bébé en elle. Ah, exactement. J'espère qu'elle gagnera, mais à mon avis, ça pue du cul. Brandy, 32 ans et 34 semaines de grossesse, a été arrêtée sur une voie rapide par un policier qui lui a infligé une amende, ayant estimé qu'elle roulait seule à bord de sa voiture. Elle se trouvait alors dans une voie réservée aux véhicules transportant au moins 2 personnes, ce qu'elle ne conteste pas. Cependant, la jeune femme avait plaidé auprès du policier en vain que son enfant à naître était bien une personne aux yeux de la loi, étant donné que la Cour suprême des États-Unis était revenue quelques jours plus tôt sur l'arrêt qui garantissait le droit à l'interruption volontaire de grossesse au niveau fédéral. Elle a décidé de contester cette amende en justice. J'espère que l'amende sera avortée. Ah bah, joli. Merci. Ouais, non, mais très, très bien joué, madame. Oui. Brandy. J'ai bien aimé. Brandy. Spécialisée dans les substituts de viande à base de plantes, une marque suédoise a fabriqué un steak de soja. À ton avis, quelle est sa particularité? Il a le goût de soja. Il n'a pas le goût de steak. C'était super. Justement, il a un goût spécial. Il a un goût... Alors, attends. Ce serait un goût de viande, mais un truc en plus. Genre, il a un goût d'un plat complet. Non. C'est la provoque un peu. C'est de la provoque? Ouais. Il a la forme d'une vache ou d'un... C'est vraiment au niveau du goût. Le goût. Il a le goût du sang. Un truc comme ça? D'une viande saignante? Sang et... Vas-y, extrême, un truc extrême. De caca? De vomi? D'humain? Oui! Une viande humaine? What? Lassé par votre restaurant d'entreprise et ses légumes flasques ou la cantine de France Inter, vous cherchez une saveur nouvelle pour frétiller vos papilles. Le burger commercialisé par la marque suédoise Humph devrait répondre à votre faim d'originalité. Au milieu de 2 tranches de pain et quelques feuilles de salade se cache un steak goût chair humaine. Oh là là. L'entreprise a tenu à rassurer ses clients et promettait qu'aucun humain n'a été blessé lors du développement de ce produit. Il y a dû y avoir des tests quand même. À savoir, si on en croit quelques témoignages flippants de cannibales, la viande humaine aurait un goût de porc et avec la texture plutôt similaire au bœuf. Oh putain. Tu vois, j'oserais même pas goûter, même si je sais que c'est du soja. Ouais. Tu vois? Ça te tenterait pas? Ah non. Non. Est-ce qu'on peut parler de Hannibal? De vegannibalisme, bien sûr, tu peux. 2 encore, il prend un coup de couteau dans le thorax. Que fit-il ensuite? Il va au travail. Il se va bosser. Ah ouais, il part en vacances. Ils sont fightés dans un bar, je crois. C'est un Irlandais, un Russe, un truc comme ça. C'est un Français, je crois. Français? Qu'est-ce qu'il lui a pris? Attends, il prend un coup de couteau dans le thorax et... Oui, il va lui-même il conduit, quoi. Il prend le bus, il fait un truc... Il va chercher ses enfants à l'école, il va au supermarché, il recommande une bière. Exact. Ok. C'est pour ça, je connaissais l'histoire. Il y a quelques jours, une altercation a éclaté entre 2 individus alcoolisés du côté d'Autun en France. Ouais. L'un des 2 hommes a reçu un coup de couteau au thorax avant de rentrer dans un bar pour réclamer de l'aide. Ce dernier en a également profité pour commander une bière, puisque les bonnes habitudes ne se perdent pas. L'un des serveurs l'a pris en charge et a contacté les pompiers qui sont rapidement intervenus. Oui, pas de pronostic. À boire, mais tout va bien. Voilà. L'auteur du coup de couteau a été interpellé quand même par les forces de l'ordre et placé en garde à vue. Est-ce qu'on peut dire qu'il supporte bien la pression? Ouais, c'est mauvais. Son jeu de mots final. Dernière, les pilotes n'atterrissent pas. À ton avis? Ils dormaient. Exact. Les 2 là. J'ai vu cette histoire. Ils ont fait demi-tour. Oui. Les 2. Mais tu sais que j'avais lu un truc, une étude. Ils ont demandé aux pilotes en général, et je crois qu'il y a 70% voire 80% des pilotes qui dorment. Long courrier qui dorment. Et en fait, quand tu interroges leur copilote, c'est à peu près le même ratio, ce qui fait que de temps en temps ils dorment en même temps. Ah yes. Ouais. Bon, heureusement qu'il y a le pilotage automatique. Ouais, exactement, c'est ce qui s'est passé du coup le 15 août dernier. Un Boeing 737, on s'en fout, d'Ethiopian Airlines reliait le Soudan à l'Éthiopie. À l'approche de sa destination, l'avion n'est pas descendu. La tour de contrôle a tenté à plusieurs reprises de contacter l'équipage, mais sans réponse. Le pilote et le copilote s'étaient endormis, laissant l'avion sur le pilotage automatique. Ce qui est fou, c'est quand même que l'avion, il s'est rapproché. Il descend automatiquement. Ouais. C'est fou. L'appareil a donc survolé la piste. Sa destination étant dépassée, le pilotage automatique s'est désactivé, déclenchant une alarme qui a réveillé l'équipage. C'est ce qu'on appelle le jet lag. Ok, oui, c'est bien. Oui. Oui, le jet lag. Est-ce qu'on parlerait pas un peu maintenant? Allons-y. Allez, c'est parti. Assieds-toi, faut que je te parle.
On va parler parentalité. Et la parentalité désigne l'ensemble des façons d'être et de vivre le fait d'être parent. C'est un processus qui conjugue les différentes dimensions de fonction parentale, matérielle, psychologique, morale, culture, sociale. Elle qualifie le lien entre un adulte et un enfant, quelle que soit la structure familiale dans laquelle il s'inscrit, dans le but d'assurer le soin, le développement et l'éducation de l'enfant. Je savais même pas. Mais non, on va commencer avec ça. Qui a fait que j'ai voulu être maman. Une fois que j'ai eu une stabilité financière et matérielle, que j'avais fini mes études et que j'étais avec une personne que j'aimais suffisamment pour créer une famille, alors les choses sont arrivées naturellement. En plus, travaillant avec des bébés, ça me donnait d'autant plus envie. Donc voilà, le jour arrive où on était prêts les deux et on a décidé que j'allais arrêter la pilule pour fonder une famille, voilà. Et puis tu as été créé assez rapidement. Bisous Ta maman ? Oui. Oh, bisous madame. Premièrement, à quel moment est-ce que tu as eu le déclic et tu t'es dit que tu voulais devenir père ? Quand j'ai eu mon enfant. Je l'ai pas eu avant, je te jure que c'est vrai. C'est-à-dire que moi dans ma tête c'était carrière, comme le disait ta maman. Et je m'étais fixé, moi mon objectif c'était d'avoir mon premier enfant à 35 ans. J'ai 35 ans aujourd'hui et mon enfant j'ai eu à 31. Non, c'est quand ma compagne me l'a annoncé, en fait t'es prêt sans être prêt. Ouais. Et par contre quand tu l'as dans les bras, il n'y a aucun problème. Mais moi c'est vraiment quand elle est arrivée, le jour où je l'ai eu. C'est pas un truc, tu t'es dit, allez-y. Je savais que je voulais des enfants. Tu savais, ouais. Je savais que j'étais pas prêt. Ouais. Personne n'est prêt, de toute façon. Et mais j'avais rencontré un humoriste, un gars qui accompagnait un humoriste sur un festival en montagne. Et nous, ça faisait déjà 6-7 ans qu'on était avec ma compagne. Et lui disait, allez-y, faites des gosses là, vous êtes trop beaux à deux. Et puis voilà, la vie est courte et moi j'ai eu un enfant jeune et je suis trop heureux et il dit je vous le conseille et je dis non mais c'est pas le moment, il dit il n'y a jamais de bon moment. Ouais. Et en fait il avait raison. Je me suis dit moi putain mais si j'avais su je l'aurais fait 10 ans avant. C'est vrai ? En vrai non, j'aurais 21 ans ça aurait fait un peu tôt. Ouais. Non je suis très content de l'avoir eu dans ma trentaine. Ouais. Deuxième extrait, parce qu'il y aura des extraits tout au long de ce podcast. Papa. Être papa à 24 ans, quelle histoire, quelle aventure et surtout quelle angoisse de ne pas être à la hauteur, de ne pas être un bon papa, de ne pas réussir financièrement à allier les deux bouts. Du coup, comment tu as appréhendé le fait de devenir père ? J'avais peur, ouais, justement, qu'au niveau carrière, ça s'arrête parce qu'il faut quand même s'occuper de son enfant. Et oui, forcément, tu as peur de ne pas être à la hauteur. Mais si tu renvoies l'amour que tu reçois, il n'y a aucun problème. En fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas de notice, tu vois, sur ton enfant. Et qu'il n'y a pas une seule façon de l'élever. Tous les bouquins de préparation. Ouais, ça marche pas, en fait. Chaque enfant est vraiment unique et chaque personne est unique. Moi, je vois, j'en ai 2. Elles sont tellement différentes alors qu'on les a éduquées de la même manière, tu vois. Et il n'y a pas de recette miracle pour ces petits trucs-là. Et ouais, forcément, t'as peur. T'as peur de pas être à la hauteur, forcément. Et ouais, financièrement aussi, tu te dis... Et en fait, ils sont heureux avec rien. Ouais. Honnêtement, t'as pas besoin de beaucoup de thunes pour avoir des enfants. Oui, non. Il faut quand même. Mais ouais. Parce que manger. Ouais, mais tu te démerdes toujours. Oui. Enfin, après, moi, je dis ça maintenant. Je suis quand même plutôt. J'ai plutôt un niveau de vie plutôt aisé, donc c'est totalement débile ce que je dis. Mais moi, je sais que par exemple, ma grand-mère, donc du côté de ma mère, ils étaient 9. Et il y avait que 2 chambres. Ouais. Ma mère était pas malheureuse, il y avait une chambre pour les garçons, une chambre pour les filles. Mon père, ils étaient 7, pareil, il y avait que 2 chambres, enfin tu vois, et ils avaient pas de thunes, hein. C'était les mamans à la maison, mon grand-père, enfin tu vois, ils bossaient dans le transport, et en fait, ils étaient heureux, à 12 000 dans leur baraque, sans thunes. Avec de l'amour. Voilà, et t'en as qui s'emmerdent parce qu'ils sont enfants uniques dans un château, ils se font chier, alors qu'ils peuvent avoir tout, financièrement. Tu vois. C'est vrai. Devenir parent, on ne l'est pas, mais on le devient. Ouais. C'est ça. Ah bah non mais clairement, en fait on n'élève pas nos enfants, hein, ceux qui nous élèvent. Moi j'ai vraiment changé même de mentalité. Je suis plus touché par, tu vois, les gens qui galèrent et tout. Avant des SDF dans la rue, bon je me dis bah ouais bon tu l'as cherché. Et là ça me touche plus, tu sais, je me dis merde comment je peux l'aider. Ouais. Pareil quand tu regardes les trucs, changement climatique machin. Avant ça me touchait pas. Maintenant tu fais. Ouais. C'est ma fille avec qui je vais laisser... on va en parler. Ouais. On va en parler justement. Avoir des mini-mois, ça me donne vraiment trop envie. Par contre, ça me fait pas peur d'en avoir dans le monde dans lequel on vit. Parce que je vis le moment présent et je pense juste qu'il faudra s'adapter. Et voilà. C'est ma sœur. Ouais. Bah,
Tu vois, c'est ça le problème, c'est qu'on s'adapte toujours. Et l'autre souci, c'est que c'est tellement de lobbies qui gèrent nos vies et qui gèrent les politiques que ne peuvent pas faire grand chose. Parce que tu vois, moi par exemple, là dans la maison où je réhabilite, je mets des panneaux solaires. Et je me suis dit, mais en fait, tous les nouveaux logements, tu peux l'imposer ça. Tu te dis, bah voilà, tu as une énergie renouvelable qui est facile. Le photovoltaïque, il y en a partout, on n'est pas du tout en manque. Et non, parce qu'il n'y a pas d'action politique là-dessus. Alors ils vont me dire, il y a des aides de l'État, rien du tout. Mais il y a tellement de choses pour le faire de façon automatique. Oui. Et ça se fait pas. Je crois qu'en Allemagne, ça se fait, je suis pas sûr. C'est probable, et puis il y a tellement de moyens de... Là, je sais qu'au Royaume-Uni, ils font des études pour choper l'énergie des vagues, tu sais. Ouais, mettant des aimants, là. Super bien. Ouais, mais en fait, t'as tellement de lobbies pétroliers qui mettent la pression de ouf là-dessus que le gouvernement va jamais se passer des énergies fossiles. Mais du coup, faire un enfant dans le monde actuel, c'est un truc qui te travaille. Parce que moi, j'ai pas d'enfant, je suis pas sûr d'en vouloir. Et ça, c'est pas gênant. Mais en fait, il y en a qui me disent je veux pas d'enfant parce que écologiquement, justement, ça a une empreinte de fou. Okay, ouais. Sauf que moi, j'ai une conscience écologique depuis que j'ai une fille. Ouais. Enfin, depuis que j'en ai deux même. Ouais. Depuis que je suis papa. C'est vrai. Ah ouais, je fais plus gaffe à ce que je fais, comment je me déplace, comment je trie. C'est à mon échelle, je suis un colibri, tu vois. Ouais. Mais j'avais pas cette conscience écologique avant d'avoir un enfant. C'est fou parce que c'est là justement que la voiture peut sembler le plus légitime. Tu vis plus à Paris, tu vis à Lille. Avoir une voiture, des enfants, la poussette, machin, ça peut être le moment où tu te dis j'en ai pas eu avant, maintenant ça semblerait logique d'en avoir et légitime. Tu sais qu'à partir du moment où tu as ton permis, seul ou en famille, tu te déplaces en caisse souvent. Moi j'avais à 18 ans quand j'ai eu mon permis, ma meilleure pote elle habitait à 6 minutes à pied. J'y allais en caisse. Ouais. Tu vois, là on a un vélo cargo, tu sais, où tu peux mettre 4 enfants dedans. Je suis quasiment tout le temps dedans. Ah, c'est trop bien. Et les voitures, mine de rien, elles polluent. Il y en a beaucoup plus qu'avant, mais elles polluent beaucoup moins qu'avant. Oui, c'est vrai. Parce que tu as changé un peu ta manière d'aborder tes chroniques, tes sketchs depuis que t'es père. Est-ce qu'il y a des choses où tu dis putain, je peux plus dire ça aujourd'hui? Pas trop, je crois que ça me freine pas trop. Après, j'ai envie quand même que mes enfants soient fiers de moi quand ils regarderont plus tard. Mais de toute façon, ça va vieillir et sûrement mal vieillir. Quand tu regardes des trucs d'il y a 20 ans, même les trucs très bons à l'époque, tu fais ah ok, c'était ça. Ouais. Donc non, par contre, dans mes choix de scène, d'aller faire certains projets, etc., je suis beaucoup plus réfléchi. L'essentiel, il est ailleurs que sur scène maintenant. Tu vois, je me dis est-ce que louper 4 jours en famille pour une scène de 10 minutes qui va pas faire avancer ma carrière parce qu'elle est déjà pas si mal que ça, est-ce que ça vaut le coup? Non. Est-ce que des projets sur le plus long terme, ce que je veux dire c'est genre, je sais pas, un CDI, non mais un truc où t'es employé fixe, tu peux faire de l'humour comme tu fais ta chronique une fois par semaine à France Inter, c'est pas ça qui doit te faire gagner ta vie, je suppose. Non. Surtout que c'est des CDD, hein. C'est une succession de CDD. Oui. Ça veut dire que moi je peux y être mardi et le mardi suivant, le boss de la station dit non, en fait on a un autre humoriste et c'est que ça. Et moi je pense que je suis plus... En fait, je me sens plus libre comme ça. Avec, j'aime pas les trucs fixes. Non, ça m'angoisse. Ça m'angoisse d'être tous le même jour, à la même heure, au même endroit, pour faire la même chose. Ça me va pas du tout. Alors tu dis, mais ton spectacle, tu le joues, enfin, c'est le même spectacle que tu joues, mais en fait, les gens réagissent pas de la même manière selon la ville, selon même ton mood, selon comment t'envoies tes vannes. Et du coup, t'as l'impression de changer de spectacle à chaque ville. Donc, j'ai pas l'impression de faire la même chose. Tes filles, elles t'ont vu déjà sur scène? Ouais. Elles ont quel âge? La grande, elle a 4 ans. Et c'est l'année dernière, parce que l'été, en fait, je joue... tu vois, on est accueillis une semaine dans un village vacances, et à la fin de la semaine, je joue. Et on échange, on a la semaine gratos. Je paye pas mes vacances depuis 5-6 ans, j'ai honte. Bon bail, t'as raison. Ouais. Je ferais pareil. Ah non, mais clairement, il faut profiter. Et ma fille, donc, elle voyait l'affiche, le machin, et en fait, comme il y a un micro sur scène, elle dit « Va chanter, papa !» Parce que j'adore chanter à la maison. Ouais, tu chantes aussi dans tes chroniques. Il est déguisé. C'était marrant, je l'entendais au fond de la salle. Elle est marrante. Et elle a dit quoi? Bon, elle a pas l'âge de comprendre tes Non, c'est ça, puis il est parti avant la fin du spectacle. Ouais. Mais en fait, elle sent qu'il y a 500 personnes qui attendent son papa, tu vois, qui va au travail. Et elle adore en tournée, on se fait des FaceTime. Elle dit « Montre-moi où tu travailles », à chaque fois. Ouais. Elle veut voir la salle. Ouais. Donc là, je sais que en général, on s'appelle juste avant qu'elle mange, vers 19h. Et c'est son petit kiff de dire « Montre-moi où tu travailles ». C'est fou. Et c'est marrant parce qu'elle dit où tu travailles, moi je dis là où je joue. Et elle dit « non, mais c'est avec moi que tu joues, tu vois, dans la salle de jeu, etc. » Ah, c'est fou, c'est joli. Est-ce que
c'est difficile de conjuguer une vie de père et d'humoriste plus qu'un autre métier, justement, à ton avis? Je sais pas, j'ai pas fait d'autres métiers, en fait. Je crois que c'est... Ta femme? Ma compagne, elle est logopède, orthophoniste, selon où on nous écoute. Ouais. Et elle a besoin justement d'une stabilité d'horaire de bureau, etc. Et pour elle, je pense que c'est plus dur que pour moi, son métier. Ouais. Bah, dans le sens où moi, je suis pas toujours présent. Et puis... Et elle, en fait, elle aime bien déborder du cadre aussi de temps en temps. Je crois que c'est pour ça que ça tient, nous deux, qu'on est ensemble depuis longtemps, parce que moi, j'ai besoin de stabilité dans mon couple, et elle a besoin d'un peu de fantaisie. Du coup, ça marche très bien tous les deux. Et après, non, je pense pas. Je pense que c'est difficile et facile dans plein de facettes différentes. Ce que je voulais pas, moi, en devenant papa, c'est parler de mes enfants sur scène. Et en fait, comme dans 80% des cas, comme ça émane de toi, ce que tu racontes sur scène, tu peux pas y couper, en fait. Mais j'avais pas envie de faire tout un spectacle sur ça. Tu vois, Olivier de Benoît l'a fait, je respecte. Sur le fait de devenir père. Florence Foresti l'a fait. Ouais. Mais ça te change tellement la vie que force. Et puis c'est tellement inspirant, et tous les parents se reconnaissent, mine de rien, et tous les enfants se reconnaissent. Donc, en fait, 100% des gens qui viennent voir ton spectacle, ils se reconnaissent à un moment donné, et je pense que c'est ce qui fait rire aussi. C'est quand tu te reconnais, tu te marres. Donc, Médias et vie de famille. Ouais. Tu te protèges comment, justement? J'ai la chance d'avoir une notoriété qui est moyenne. Ça veut dire que je serai jamais sur les voici en photo, en vacances avec sa famille, en short de bain, dad bod, il a pris du bide, crête-bide. Je serai jamais dans ce genre de presse. Et les gens, pareil, je remarque, quand je suis seul dans la rue, je me fais aborder de temps en temps, on prend des photos, des selfies, et c'est toujours cool parce que c'est que des gens bienveillants. En fait, ceux qui t'aiment pas, ils te le disent sur les réseaux, mais quand ils te croisent dans la rue, ils n'ont pas de voix. C'est très bien. Ou ils viennent quand même faire une photo. Ah ouais? Ouais. C'est fou. Ça arrive. Et quand je suis en famille, ils viennent pas me déranger. Et c'est vraiment c'est hyper agréable de se promener, de sentir que les gens te reconnaissent et te regardent, machin. Et te respectent. Ouais, dans 99% des cas, c'est respectueux. Le dernier pourcent, c'est ceux qui prennent des photos de loin. Ça me gonfle. Ouais. J'aime pas ça parce que mes filles, elles l'ont pas choisi, tu vois. On hésitait aussi à prendre le nom de ma femme, à donner à mes filles, parce qu'à l'école, voilà, les filles, les petites Créteville, ça fait parler quand même. Et puis, bon, moi, je suis pas là-dedans, mais je me dis, quand il y a une affaire, tu vois, genre Harry Habitant, ses enfants se sont fait harceler alors qu'ils ne peuvent rien, tu vois, des actes de leur papa, tu vois. Et en fait, je me dis, un nom, ça inscrit quelque chose sur toi, alors que souvent, tu es pas pour grand-chose, c'est juste un nom de famille, tu vois. Et moi, j'avais peur de ça aussi. Je comprends. Pas par rapport aux actes que je pourrais faire, qui seraient mauvais, parce que je pense que je suis foncièrement une bonne personne et que il va pas m'arriver de procès. Honnêtement, je pense pas. Mais pour, tu vois, un bide sur scène qui fait un bad buzz, un truc comme ça, ton père, machin. Alors que je pas chercher. Tu penses que justement les gens ils te respectent plus quand t'es en famille? J'en sais rien, je fais une supposition, mais tu vis à Lille, tu penses qu'à Paris ça serait différent? Paris, les gens s'en foutent. Ils croisent tellement de célébrités, ils s'en foutent, papa ou pas. Non, les gens, ils respectent en général, mais en fait, tu sais, c'est l'inverse du chiot. C'est-à-dire que quand tu te promènes avec un chiot, les gens viennent te voir, ils le caressent, ils disent comment il s'appelle, ils prennent pas de nouvelles de toi. Hein. Ils s'adressent au chien, quel âge il a, ils posent plein de questions sur le chien. Et à l'inverse, quand tu te promènes avec tes enfants, c'est on va garder de la distance, on va le laisser tranquille. Ouais. Tu t'es déjà posé la question d'arrêter ta carrière d'humoriste une fois papa? La scène, peut-être. La scène? Ouais. En fait, j'aurais toujours besoin de jouer, qu'il y ait une caméra ou qu'il y ait un micro quelque part, ou un truc comme ça. Mais la scène, ça demande tellement d'engagement et c'est tellement frustrant aussi parce que c'est parfois, tu quittes ton domicile avant qu'elle se lève. T'as beaucoup de trajets, tu manges un pauvre sandwich dans un train chiant, t'as 12 transferts, t'arrives à la salle, y a pas forcément le matos qu'il faut, c'est beaucoup de stress, tu joues ton spectacle, ça se passe bien, c'est cool, ça se passe pas bien, c'est un peu chiant parce que y a tout le trajet retour à faire. Et même quand ça se passe bien, il y a le truc de pendant 1h30 t'es vraiment le patron, c'est-à-dire que tout le monde te regarde, t'es adulé, on t'applaudit, c'est 1 heure après, tout le monde est parti, c'est vide, toi tu redescends, t'es avec ton régisseur, tu bois une bière et t'es plus personne, parce que c'est très rare que les gens viennent seuls à un spectacle et du coup une fois qu'ils ont pris leur photo, ils rentrent chez eux. Et en fait il y a un vide qui arrive après le spectacle qui est hyper compliqué à gérer émotionnellement. Et moi je suis pas du genre émotif, mais il y a de temps en temps sur des dates où je me dis là ça fait 3-4 dates que t'es sur un pic, paf, les gens partent. Et moi mes filles elles sont loin et je les ai juste en FaceTime 10 minutes par jour et ça pique un peu. Et du coup c'est ça qui me fait dire que la scène, au bout d'un moment, être à droite, à gauche et tout, c'est chiant. J'aime bien être le soir chez moi.
quand arrive l'accouchement et qu'on voit notre bébé, c'est, je pense, le plus beau sentiment et les plus fortes émotions qu'on peut avoir dans toute sa vie. Et je me demandais pour le deuxième bébé si ça allait être la même chose. Alors, le fait d'avoir déjà connu une première grossesse et d'avoir été parent, ça enlève certaines angoisses. Mais moi, je me demandais si j'allais aimer autant mon deuxième enfant que le premier. Drôle de question, mais bon, je me la suis posée. Et en fait, c'est encore plus fort. Et la fratrie, quand on voit la relation entre frères et sœurs, et puis là, qu'on devient une plus grande famille, et ben les sentiments sont décuplés. Elle a tout dit. Ouais. Elle a tout dit, maman. C'est vrai. Ah ouais. On pense toujours qu'on va moins aimer le deuxième. Moi, je voulais pas de deuxième enfant. Ok. Tu voulais déjà pas un premier. Enfin, oui, tu voulais, mais. Non, mais j'étais tellement satisfait de la première et je vivais tellement de choses fortes que justement, j'avais aussi cette peur. Et c'est ma compagne qui m'a dit non, mais il faut une petite soeur ou un petit frère. En fait, je dis mais regarde, la vie elle est tellement cool là. On peut aussi, quand toi t'as envie d'aller faire un truc, je garde la petite, machin, et ben, on pourra le faire aussi. Quand j'allais faire un truc, tu garderas les deux. Et elle a tellement raison, c'est-à-dire que donc il y a tellement de place dans un cœur, il y a tellement de façons différentes d'aimer que ah non, c'est fou. T'aimes 2 fois plus tes 2 enfants. Et alors ouais, les voir à 2, c'est un truc unique. Vraiment, ta maman a raison quand ton enfant arrive, il y a une vague indescriptible de bonheur, c'est le meilleur sentiment que tu puisses avoir au monde. Et pour le deuxième, ça te fait la même chose, c'est ça qui est génial. Tu te dis, mais j'ai déjà vécu, qu'est-ce qu'il va mettre ? Tu chiales de bonheur, c'est énorme. Et ouais, non, quand tu les vois à 2, là, c'est fou. Ouais. C'est fou. Elle a réalisé comment à l'arrivée de la grande ? La grande, à l'arrivée de on l'avait préparé, on avait sorti les bouquins parce que c'est un grand changement pour elle. Ouais. En fait, elle a été la seule pendant quasiment 2 ans. Et puis ça devenait un grand bébé, donc elle savait faire les choses toute seule. Et forcément, l'attention, elle allait être portée sur la petite qui a besoin beaucoup et qui demande beaucoup. Et en fait, elle a hyper bien réagi. Elle est tellement douce avec sa sœur, qui est une tarée. La deuxième, elle est folle. C'est une boule d'énergie. Ouais. Si tu veux, la grande, elle est toute calme. Elle a un bouquin, un pouf. Tu l'entends jamais. Tu sais jamais où elle est. Elle est toujours posée avec un truc. Elle fait ses petites histoires. La deuxième, tu sais exactement où elle est, même si elle est à l'autre bout du jardin. Elle crie, elle court, elle est partie. C'est pour ça qu'il y a aussi des gens qui me font « Ah, t'as 2 filles, tu veux pas un petit mec ?» Il est là, mon petit mec. Enfin, tu vois, parce qu'ils disent, dans un sens, le petit mec, tu peux faire plus de choses avec. C'est faux. Moi, ma grande, là, on a fait de l'acrobranche cet été. Derrière elle, il y avait un garçon de 14 ans qui était en flip. Il voulait pas avancer, il était tout... tu vois, il avait peur et tout. En fait, fille-garçon, il y a pas de... Tu vois, de tempérament inscrit, tu vois, dans les gènes. Ça marche pas. Moi, je suis très heureux d'avoir 2 filles qui pourront, tu vois, à un moment se dire, en fait, je me sens pas fille, j'ai envie d'être un mec. Eh ben, vas-y. On m'avait posé aussi cette question-là quand j'avais annoncé la grossesse de ma compagne. Ça va être une fille ou un garçon ? Et j'avais répondu, ce sera ce qu'il ou elle voudra, tu vois. C'est trop bien. Mais non, mais tu peux pas dicter, tu vois, les choses à ton enfant. Moi, je sais que je les aimerai toute ma vie, quoi qu'elles veulent être, tu vois. Donc ouais, non, ouais, non, c'est indescriptible. Et ouais, je te dis, c'est 2 fois plus d'amour, c'est même c'est au carré, quoi. Ouais. Mais je sais pas ce que ça ferait d'en avoir 3 et j'en veux pas 3. Tu dis ça pour le moment. Ouais. Les enfants sont les symptômes des parents. C'est Françoise Dolto qui a dit ça. Comment tu abordes l'éducation de tes enfants ? Je suis très... je suis pas le père autoritaire que mon grand-père a pu être et que mon père a été. Je suis très démonstratif. Je leur dis très souvent je t'aime, je suis très bisou, très gâteau. Et en fait, j'ai pas peur de me planter avec elle. Ouais. Je sais pas. Je pense que les limites, elles s'imposent d'elles-mêmes. Ben, tu vois, un enfant mal élevé ou des trucs comme ça, c'est même pas de ton fait. Des fois, il y a des parents, ils ont essayé et ça marche pas. Et c'est dur, hein, parce que je te dis, encore une fois, c'est des petites personnes qui ont leur propre personnalité et qui, quoi que tu fasses, vont pas réagir de la même manière, quoi. Donc, peut-être le plus important, je dis ça, je sais pas si je veux être père un jour, mais juste que ça soit des gens bien. Ouais. Hein ? Ah ouais. Et moi, justement, je suis tellement fier de la première, la deuxième aussi, hein, mais elle a tellement d'empathie, la grande, c'est incroyable. Je me souviens qu'elle a la crèche, donc elle savait marcher et tout, et un soir, je suis allé la chercher, et j'ai vu un garçon, il la pousse. Elle tombe par terre, elle le regarde, elle comprend pas ce qui lui arrive, elle dit merde, pourquoi il est violent avec moi, tu vois. Donc pas de réponse violente. Non, elle se faisait marcher dessus tout le temps, même par sa petite sœur. Elle prend cher, mais elle est tellement douce avec les gens que... Et en fait, des fois, je me dis, j'y suis pour rien, hein. C'est juste elle. La maman aussi. Tu crois que pour rien ? Je sais pas, je sais que ma compagne, elle bosse avec des enfants. Ouais. Elle est orthophoniste dans un milieu hospitalier, elle s'occupe d'enfants en situation de handicap.
Et elle connaît un peu les clés pour les faire parler, les faire jouer. Elle est incroyable avec ses filles. Et du coup, je pense qu'elle y est pour beaucoup. Si ses filles, elles sont aussi bien élevées, c'est que elle doit quand même y être pour quelque chose. Il y a un petit pourcentage qui fait quand même que ton enfant, tu le modules un peu, quoi. Tu le modèles. Ouais. Un peu. Alors pour moi, être parent, c'est comme un rêve un peu depuis toujours. J'ai l'impression que j'ai toujours eu envie et je trouve ça trop ouf. C'est un truc que j'ai toujours aimé les enfants, j'ai toujours eu envie d'en avoir. Je me suis rarement mis en question, je pense jusqu'à peut-être récemment où je me disais un petit peu est-ce que finalement c'est vraiment ce que je veux, parce que j'ai tellement toujours été méga convaincu que je voulais en avoir. Puis c'est vrai qu'on voit de plus en plus de gens dans notre entourage qui ont pas forcément envie d'enfants, qui n'ont pas forcément envie de se marier. Et puis pour moi, c'était un petit peu déroutant ça, parce que ça sort un petit peu des codes qu'on a connus jusque-là et avec lesquels on a grandi. C'est Julian qui est sur le podcast habituellement. Salut Julian. Tu as eu ta première fille à 31 ans. Ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui c'est presque jeune ? Et j'ai même envie de dire, dans la génération d'humoristes à laquelle tu appartiens, tu sembles être une exception, non ? Oui. Ouais, non, c'est jeune. Encore une fois, je te dis, on n'est jamais prêt et on est toujours prêt. Jeanne, oui et non, j'ai l'impression que dans les grandes villes... J'ai envie de me donner des excuses. Ah ouais. Non mais j'ai 27 ans. Y a pas on met plus la pression aux nanas quand elles ont passé 35 ans, voire la trentaine. Je crois que c'est un peu la moyenne, ton premier enfant autour de la trentaine. Je sais pas, j'ai pas fait de... Mais ouais. Mais en fait, il y a beaucoup d'humoristes qui ont peur. Parce qu'ils pensent que justement une famille va arrêter leur carrière. Et en fait non, c'est juste que quand tu as ton enfant, tu fais les meilleurs choix. Moi je sais que j'ai l'impression qu'il y a eu un nouvel élan quand j'ai eu ma première, tu vois. Ça m'a pas empêché d'avancer, de bosser. Peut-être aussi, alors je veux pas caricaturer, et moi je me reconnais beaucoup dans les humoristes. Généralement on dit que l'humoriste c'est le clown malheureux. Toi tu sembles justement être quelqu'un de plutôt équilibré. Tout le monde a ses démons, tout le monde a ses névroses. Mais toi, t'as l'air, en tout cas, je t'ai entendu dire que t'as une enfance heureuse, clairement. Pas de problème, tout va bien. C'est pour ça que je leur en veux à mes parents. Parce que, en fait, quand tu regardes les très bons stand-uppers, quand ils parlent de leur enfance, c'est chaud, quoi. C'est dur. Et ils ont plein de trucs à dire. Et moi, sur mon enfance, j'ai rien à dire. Y a pas de... C'était trop bien, c'était trop cool. Donc, compliqué. Et ouais, je sais pas pourquoi il y a beaucoup de dépressifs dans l'humour. Je comprends pas, moi. Mais il y en a beaucoup, hein. De dépressifs, pas forcément en pure dépression, mais ouais, qui sont un peu sombres dans la vie, tu vois. C'est bizarre. Moi, alors, ce que je suppose, c'est des gens hypersensibles. Je veux pas dire ce terme hypersensible, mais des gens sensibles. Foncièrement, probablement, tu prends plus les démons. Faites des enfants. Ouais, peut-être c'est ça qu'il faut. C'est peut-être le remède à trouver le bon. J'en sais rien. Tous les humoristes vont avoir des enfants après ça. Regarde, un mec comme Verino, il est d'une stabilité incroyable. Ouais. Il a une troupe de petits mecs là, avec sa nana avec qui il est depuis 25 ans. Et ça n'empêche pas du tout d'avancer. Ils bossent en famille, ils sont trop heureux. Il y a une stabilité de fou. Ouais, et puis il y a des gens, ils sont parents, mais tu le sais pas. C'est juste que ils cachent tellement leur vie privée. Moi, j'arrive pas à garder ça pour moi. Tellement. T'es trop fier. Ouais. Ah ouais. Je comprends. Ouais. Tu as des craintes concernant tes filles ou tu te sens confiant des évolutions sociétales dans ce monde, justement, d'avoir 2 filles? Les filles, ouais, c'est clair que ça me fait peur pour quand elles auront à l'adolescence, tu vois, quand tu vois certains comportements qu'ont les mecs envers les filles, ça me fait peur, évidemment, je flippe. Et en même temps, je me dis, des fois, il faut te prendre un petit coup, tu vois, de bâton pour te relever et être un peu plus fort. Mais j'espère que ce ne sera pas des trop gros coups de bâton, quoi. Et mais le monde, en fait, moi, c'est en ayant une fille que j'ai su que je pouvais tuer. Je comprends. C'est très bizarre. Ouais, sans aucun remords. C'est-à-dire que je peux passer la fin de ma vie en prison si jamais quelqu'un... C'est fou. Mes parents m'ont toujours dit ça aussi. Ah ouais, c'est dingue, hein. Ouais. C'est un truc de fou. Mais tu n'es pas confiant sur le fait que le monde, il se féminise un peu. Ouais. Il se féminise. Dans notre Europe occidentale, hein, plutôt. Ouais, mais ça va toujours un peu doucement. Regarde, tu vois, quand tu parlais des États-Unis tout à l'heure, on recule. C'est incroyable qu'on puisse en 2022 être à ce point au Moyen-Âge. Oui.
Trump, quoi. Ils ont voté Trump. C'est un pays, c'est un paradoxe, ce pays, mais où il y a plein d'endroits où tu vas pas plus loin qu'en Pologne, c'est la merde aussi pour l'avortement. En France, voilà. Ouais. Ah, mais je sais plus qui disait ça. Si c'était les hommes qui accouchaient, la pilule, elle serait en libre service dans tous les débits de tabac du monde. Ah oui, sûr. Clairement. Ouais. Imagine ce que c'est de porter un enfant, des conséquences sur ton corps, de l'accouchement, ce que ça engendre. Non, tu t'en voulais un peu de pas partager la souffrance de ta... Ouais. T'es impuissant. C'est-à-dire que tu ne sers à rien. T'es juste à côté, tu lui tiens la main, tu fais tout ce que t'as appris en autonomie au niveau du souffle. Tu la rassures et tout. En même temps, moi, elle me disait, sans toi, je pense que j'aurais pas réussi, tu vois. C'est long, hein. Nous, elle a mis 2 jours à sortir la première. Je crois que j'ai fait ça aussi. Avec cordon autour du cou. Ah oui, ouais, t'es en panique, c'est un truc de fou. La deuxième est sortie tellement vite. Ouais. Mais je crois que c'est souvent le cas. Je l'ai loupé, quoi. Ah oui ? Ouais. Je devais vendre mon téléphone sur le parking de l'hôpital, tu sais. Et à ce moment-là que t'as choisi ? Bah non, mais ça faisait déjà... Ma nana, elle a rompu la poche des os à chaque fois 2 jours avant son accouchement. Donc là, tu sais, je me dis, bon, rompu, on a le temps. J'avais vendre mon téléphone. Et là, elle dit, ça pique un peu. Et 25 minutes après. Dingue. Est-ce que tu es du genre à cacher tes émotions à tes filles ? Ouais. À mes filles, non. Et en général En général, oui, beaucoup. Je suis quand même plus démonstratif depuis qu'elles sont là. Et par contre, je suis pas du tout colérique. Et c'est ce qui est un peu déroutant parfois. Peut-être pour elle, parce que t'as besoin des fois que ton père gueule. Et moi, j'arrive pas trop à ça. Je déborde trop d'amour, en fait. Non, je te disais tout à l'heure, je leur dis je t'aime tout le temps. C'est trop bien ça. C'est que moi, je dis toujours je t'aime à ma soeur, à mon père et ma mère. On s'appelle souvent au téléphone. Et je réponds. Dis pas moi à mes parents. Ah ouais ? Non. Pourquoi ? Je sais pas. Et j'ai très peur que mes enfants deviennent comme moi avec... Non, c'est trop bien. Ah ouais. Mais... Moi, la première fois que mon père m'a dit je t'aime, c'est quand je venais de partir de la maison. J'avais emménagé dans mon appart tout seul. Et il m'a envoyé je suis fier de toi, je t'aime. Alors qu'il n'est pas du tout démonstré avec mon père, c'est à l'ancienne. Tu vois. Et putain, quand j'avais reçu ça, j'ai dit à ma nana à l'époque, je crois que je vais dormir chez moi là ce soir. Oui. En fait, non, mais je m'en souviendrai tout le temps. Ouais. Bah, justement, moi, je dis toujours je t'aime à mes parents et tout. Je trouve ça trop bien. Et il y a des gens qui, je le pense toujours, et on finit la discussion comme ça. Il y a des gens qui me disent déjà qu'ils trouvent ça, ça les gêne. Ouais. Pas que je le dise, hein, mais qu'eux ils pourraient pas. Et ils me disent mais c'est comme une habitude. Et oui, comme tu dis salut ça va, alors que le ça va tu t'en fous. Ouais, mais en fait moi s'ils me disent pas je t'aime à la fin, moi ça me fait mal. Il y a un problème. Ouais. Non, moi j'ai besoin. On est hyper démonstratifs nous. Ah bah ouais, mais moi je savais pas que j'allais être comme ça. Mais ouais. J'ai un père portugais, du coup sang chaud. Ouais. Ma mère bretonne, donc le pic. Non. Non, pas du tout. Ils étaient hyper choux, hyper tendres, et ils levaient la voix quand il fallait. Ouais. Si j'avais eu, je pense, un père méga chill et calme, et une mère aussi, je pense qu'il y a d'autres manières. Oui. Ouais, surtout elle cause pas de problème, quoi, les filles. Ouais. Non. Et tu caches tes émotions à d'autres personnes, du coup ? Ah ouais, je suis pas. Déjà, je parle peu. En fait, moi, je suis plutôt un taiseux, mais pas parce que j'ai rien à dire. C'est juste que des fois, je laisse les gens parler autour, tu vois. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui me disent, il y a rien qui t'atteint, en fait. Il y a beaucoup de choses dont je me fous, tu vois. Parce que c'est tellement extérieur. Par contre, la famille... Ouais. Ah ouais. En fait, rien n'est grave. Tu sais, des fois, tu pourrais péter un câble, je sais pas, parce que t'as loupé ton train, etc. That's life, c'est pas grave, il y en aura un autre. Et au pire, si c'est celui qui part demain, bah voilà, pardon. C'est bien, j'aimerais être comme ça. Bah, c'est pas toujours évident, parce que même, tu vois, dans le couple, là, des fois, elle a besoin qu'on s'énerve. Ouais, elle a envie de ça. Elle dit, ça fait 11 ans, elle dit, on s'engueule jamais, parce que tu sais pas. J'arrive pas, moi, à m'engueuler. Quand elle élève la voix, et il n'y a rien de pire, parce que, tu sais, des fois, je lui dis, ouais, t'as raison. Elle pète un câble, elle dit, c'est encore pire. Dis, bah, donc, t'as pas raison. Ouais. C'était chiant. Un enfant prodige et un enfant dont les parents ont beaucoup d'imagination. C'est Jean Cocteau qui a dit ça. Ouais. Parfois, on voit des parents réaliser leurs rêves à travers leurs enfants. Ce que je veux dire, je pense par exemple à des parents qui mettent leur enfant au tennis hyper jeune, au karting pour qu'ils deviennent des champions de Formule 1 à 3 ans. Ou à la nage, hein. Je crois que Manodou, c'était un peu ce qui lui arrivait. Alors Manodou, elle aime pas nager. Ouais. Ce serait quoi ce rêve que tu accomplirais à travers tes filles ? Je crois que je suis en train de le vivre, moi, mon rêve, en fait. Je rêvais de faire un podcast. À Lausanne. Non, en vrai, ce qui est cool, c'est que j'ai pas de frustration de métier dont j'aurais rêvé, que j'ai pas fait, tu vois.
Parce que en plus, même moi, ça m'est tombé dessus. J'avais pas forcément imaginé faire ça plus tard. Et je suis tellement heureux de tout ce qui m'arrive grâce à ça que j'ai pas d'ambition mal placée pour mes enfants. T'aimerais qu'elles se redirigent dans l'art aussi ou... En fait, j'aimerais vraiment qu'elles soient heureuses dans ce qu'elles vont faire. Si ma fille, elle aime... J'avais vu un reportage là-dessus sur un gars, tout petit, il adorait voir tu sais, les gars qui ramassent les poubelles. Ouais. Il fait, moi je veux faire ça dans ma vie. Ouais. Et il était tellement heureux, il faisait ça. Ouais. Et il avait pris sa retraite, il était malheureux, il regardait encore ses camions poubelles. Et bah si ma fille, elle veut foutre des poubelles dans des camions poubelles, qu'elle est épanouie là-dedans, fonce ma belle. De ouf, c'est trop franchement. Bien. Ah oui. Forcément, ça te ferait plaisir. Tu sais, tu te dis, t'as passé le relais, elle est comédienne et ça se passe bien, c'est cool. Mais si elle a d'autres ambitions et que ça marche, vas-y, fonce. Ah ouais, mais en fait, on peut souhaiter finalement à tout le monde de faire ce qu'il aime. Ouais, et puis tu trouves pas forcément ce que t'aimes faire au début. Moi, tu vois, j'étais parti dans le sport. Ouais. Je suis allé au bout de mes études là-bas, le master en entraînement, préparation physique et mentale. Et au final, je me faisais chier. J'ai fait ça 2 ans et je m'ennuyais alors que c'était ce que je voulais faire depuis tout petit. Et je crois qu'il y a très peu de gens qui se disent petit, je veux faire ça, qui y arrivent et qui ne changent pas de métier. En moyenne, je crois que tu changes 5 ou 6 fois de métier dans une vie. Je dis souvent que je voulais faire ingénieur sans savoir ce que c'était. Ouais. Et après, j'ai toujours voulu être comédien. Ouais. J'ai fait beaucoup de théâtre, j'ai fait des spectacles. Je finis avec un gros spectacle à Lausanne. Ouais. Et après, j'ai arrêté. Et après, je suis tombé en dépression. Ah ouais? C'est vrai. Oui, ça te manque? Le théâtre? Ouais. Oui. Mais en fait, je crois... Oui. En fait, j'aimerais trop être acteur. Ouais. Je sais pas si j'ai le talent ou autre. Mais... C'est Jacques Brel qui disait le talent n'existe pas. Ouais. Le talent, c'est de la sueur, mais il a raison. Ouais. Mais... ouais, ça me manque et en même temps là je fais des podcasts et en fait c'est un truc là que j'aime trop faire. Ouais. J'aimerais faire de la radio après c'est tellement dur de se faire une place là-dedans. Ouais, il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus, comme on dit. Mais je comprends. Moi je sais que ça me... Tu vois, je te disais tout à l'heure, j'aimerais bien arrêter l'humour, enfin la scène, mais en fait ça me manquerait tellement. Moi j'ai pas d'addiction, tu vois, je fume pas, je bois mais en soirée. Mais ce besoin scénique, c'est vrai que moi tu me mets 3 semaines en vacances, ma meuf elle voit, je tourne en rond. Ouais. Bon bah vas-y, joue. T'as fait des études, un master en sport? Ouais. Entraînement, préparation physique, nutritionnelle et mentale. Tu t'y retrouves pas avec l'humour là-dedans? Y'a pas un parallèle qu'on pourrait faire? Non. Non? En vrai. Préparation mentale? Ouais, mais je suis tellement pas stressé. Moi, je voyais des potes à moi. Parce que justement, peut-être t'as travaillé tu crois? là-dessus. Tu crois pas? Non, je crois qu'encore une fois, c'est mon caractère de je m'en fous. Et en fait, c'est pas grave. C'est-à-dire que là, le métier que je fais, t'en as qui stressent avant de monter sur scène. Moi, j'ai envie de monter. Alors, c'est peut-être leur stress, c'est peut-être une envie qui est cachée et qu'ils n'arrivent pas à déceler. Mais moi, je sais que je suis jamais stressé avant de jouer. Moi, quand je joue à 20h, à 19h, je suis à table, je mange. C'est fou. Je mange. Et les organisateurs, attends, mais normalement, ils mangent après. Et tu disais qu'un de tes collègues... Voilà, on faisait même pour des scènes ouvertes, pour un sketch qu'il avait joué 400 fois. Je le voyais 10 minutes avant, il marchait dans le couloir, il était en stress, il répétait. Je dis, tu vas jouer ton tube là dans 10 minutes. Ouais, pourquoi tu stresses? Et en fait, si ça marche pas, tu vois, ce qui est cool, c'est que moi, j'ai pas un métier dangereux, c'est-à-dire que j'ai pas de vie entre les mains, je vais pas changer le monde. Même si je reviendrai peut-être tout à l'heure, tu peux faire des trucs, tu peux faire avancer tu peux sauver des vies en faisant de l'humour. Je crois aussi. Ouais. Ah ouais, je t'expliquerai, mais juste, c'est-à-dire que si moi je bide, qu'est-ce que ça va faire à part mal à mon ego? C'est pas grave, hein, les gens vont se dire bon, il passe à travers et puis il t'oublie, mais tu vois, j'ai pas une vie entre les doigts. Et ce que je te disais tout à l'heure, comme sur ça peut sauver des vies, l'humour, j'avais fait une chanson sur France Inter sur Fais ta palpation, tu sais, j'avais repris Francky Vincent. Vérifie si c'est bon. Si t'as des croûtes ou des lésions, va faire une palpation. Si t'as des sillons au mamelon, vérifie si c'est bon. Sois pas timide, ce serait trop con. Vérifie si c'est bon. Ok, c'est bon, je crois, dans Fruit de la Passion, où c'était Fais ta palpation pour Octobre Rose. Et j'ai eu plusieurs nanas qui m'ont envoyé des messages. On a écouté la chanson, machin, et puis c'est vrai, 2 jours après, sous la douche, je commence à me palper, j'ai senti une grosseur. Et donc il y a des femmes qui se sont fait détecter un cancer du sein comme ça. Putain. C'est fou, c'était incroyable. Quand je recevais ces messages-là, je me suis dit, putain, je fais le con à la radio, je fais des blagues, ça dure 4 minutes, et j'ai potentiellement sauvé une dizaine de vies juste en faisant ça, tu vois. C'est ouf. Après, peut-être qu'elle se serait quand même palpée ou elle aurait décelé un moment ou un autre, mais... Il y a une prise de conscience et ouais. Ça s'est fait. Mais c'est trop. Mais je pense que l'humour ou la radio, peu importe, c'est des métiers qui sauvent des vies. Ce que je veux dire, il y a des gens qui ils sont seuls et ils ont juste ça comme accompagnant. C'est la deuxième personne de l'appartement, du studio, de la maison. Et peut-être sans ça, ils se flinguent ou j'en sais rien. Ouais, c'est possible. Il y a un mieux-être. Il y a beaucoup de gens, en fait,
qui vont pas bien, mais qui ne le savent pas ou qui ne le disent pas. Et c'est plusieurs fois quand tu reçois ça m'a fait vraiment du bien, le spectacle, et puis sur certaines choses que tu dis. Parce que moi, en fait, là, ce spectacle, enfin, c'est un peu une ode à l'échec. Parce que tout le monde pense que je suis en réussite, alors que je me suis planté énormément de fois. Comme et le spectacle, ouais. Mais le reportage, il est canon. Et tu vois que le mec, il est déter, quoi. Ouais. Il bosse de nuit dans un hôtel, il plie des linges, il fait des cafés, machin. Mais il a toujours ça en tête. Un jour, je vais tout péter. Ouais. Et le premier jour, il vient pour tout péter. Il se prend une claque. Il est nul. Il rentre chez lui, il dit, ce sera la prochaine. Ouais. Et il bosse comme un taré. Alors que t'as l'impression que le gars, c'est un branleur. Mais il bosse comme un fou. Et c'est ça, en fait. À l'échec. Ouais. En fait, on se plante tous, mais on veut pas que ça se sache. Et en même temps, quand on réussit, on le diffuse et c'est mal vu. Tu vois, par exemple, c'est vrai que c'est mal une personne un peu forte qui se met en maillot de bain sur les réseaux, les gens vont dire c'est bien, tu t'assumes ton corps. Quelqu'un de fité qui se met comme toi non, plus maintenant, qui se met là-dessus, même chose sur les réseaux, ça va être il est orgueilleux. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. On est mal placé. En fait, on veut pas échouer et en même temps on veut pas trop de réussite et on veut cacher les échecs, alors que les échecs, c'est ce qui forme la réussite. En fait, réussir, c'est échouer beaucoup et recommencer tout le temps. Ouais. En vrai, c'est ça. Ouais. T'as vécu comment, justement, de réussir ? En fait, moi, je suis content qu'il n'y ait pas eu d'effet feu de paille. C'est-à-dire que j'ai pas eu une carrière, qui est née un jour et qui est en train de tomber. Comme Paul Mirabel. Ouais, mais Paul, ça tombe pas pour l'instant, donc c'est cool. Après, non, ça tombe pas. Mais... J'ai peur du spectacle d'après et je pense qu'il en a peur aussi. Mm-hmm. Parce que, en même temps, son personnage, il marche à chaque fois. Ouais. Tu le vois. Il est talentueux. Tout pété à Marrakech, là. Et à chaque fois, ça revient beaucoup. Son nom revient beaucoup sur les réseaux. C'est qui votre humoriste préféré du moment ? C'est Paul, tu vois. Donc c'est très bien. Mais Paul, il a explosé. Et ouais, je pense que le plus dur, c'est quand les gens commencent à t'oublier. Moi, j'ai pas explosé. Donc c'est ça qui est cool. Dis le syndrome du deuxième album. Ouais. Ah bah ouais. Ah, mais clairement. T'en es à ton 3e spectacle ? 2-3e ? Ouais, alors en fait, celui-là, je dis que c'est le 2e spectacle, c'est pas vraiment le 2e spectacle, mais c'est la première fois où je change du tout au tout par rapport au spectacle précédent, parce qu'en fait, quand tu joues ton spectacle, il évolue, il y a des sketchs qui arrivent vers la fin de l'exploitation du spectacle, et pendant quelques années, je prenais les 2 derniers sketchs que j'avais faits, je les intégrais dans le nouveau spectacle, et je construisais comme ça. Et là, je me suis dit, t'enlèves tout, et tu construis tout de A à Z, un nouveau spectacle. Et du coup, là, il y a tout de nouveau. C'est quand que t'as décidé ça ? C'est le Covid ? C'était avant le Covid. En fait, ma prod avait proposé de prolonger Paris. Et moi, Paris, j'en pouvais plus d'être dans des salles de 200 places. Alors, c'est cool, hein, c'est 200 places, c'est plein à chaque fois. Tu joues du jeudi au samedi. Mais non, ça m'avait épuisé. Je me dis, il n'y a pas d'évolution. Ça fait 4 ans que je vais faire la même chose. Toujours Paris, machin. Non. Et du coup, ils m'ont dit, ok, on te laisse. J'avais 1 an pour écrire. J'ai écrit, j'ai rodé. Et à la fin du rodage, je leur ai dit, voilà, il est rodé, on peut y aller. Et ça, c'était en fin 2021. La moitié de l'année 2021. Et ils m'ont dit, on va commencer à te faire tourner en 2023. Je dis, mais je fais quoi pendant 1 an et demi ? Ouais, mais on n'est pas sûr, la ligne directrice. Parce qu'en fait, le problème, c'est que, tu le disais aussi en intro, chante, je danse, je machin. Et les gens, ils n'arrivent pas à me mettre dans une case. Ils savent pas ce que je fais. C'est important, ça ? C'est rassurant. C'est-à-dire que quand tu as une ligne directrice, c'est plus simple. Pour ramener les gens, tu sais comment communiquer. Ouais, Crédville, il fait trop de choses. Crédville, on le voit sur la 2, on le voit au Jamel Comedy Club, et en même temps, il est sur VTEP. Il y a très peu de gens qui ont fait France Inter, Jamel Comedy Club, Vendredi de tes permis. Enfin, tu sais, t'as des émissions populaires, des émissions qui ont un peu de niche. Ouais. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que j'étais moyen partout. Je suis pas excellent dans un domaine, mais je me débrouille un peu partout. Ouais. Et c'est pas grave d'être moyen. Non, mais c'est ton avis, c'est bien. Ouais. T'es pas orgueilleux ? Non, alors que le premier spectacle s'appelait Parfait et Modeste, et justement c'était sur un perso orgueilleux. Je m'étais mis une carapace, je m'étais blindé, j'étais venu en costume. Il y a des gens qui comprenaient pas ça ? Ouais. Et moi je comprenais pas qu'ils comprennent pas. C'est vrai, hein. Je me dis, enfin, ils peuvent pas imaginer qu'un mec comme ça existe en vrai. En fait, quand tu connais pas, ça peut. C'est vrai. Maintenant, dans la vie, je suis hyper bien, je suis vraiment trop bien. J'ai mon groupe de potes dont je parle souvent dans le podcast, mais qui est un peu ma deuxième famille. Et le fait d'avancer avec cette deuxième famille-là actuellement et d'être bien dans mes baskets, ça amène un truc où maintenant, si j'ai un enfant, je me réjouis trop que ces personnes-là l'entourent aussi. Enfin, c'est un truc que je trouve globalement beaucoup trop cool et enthousiasmant. Au-delà du fait de juste moi être papa, c'est qu'il y aura tout ce décor-là dans lequel mon futur enfant va évoluer, dans lequel je suis trop bien actuellement, et ça, je trouve ça hyper excitant aussi.
C'était Paul, qui est aussi sur le podcast. Salut Paul. Est-ce que ça a changé ta relation avec ton entourage, la famille, tes amis, le fait d'être devenu père ? Bah, tu te fermes d'un certain truc, forcément, tu fais moins de soirées, mais en même temps, t'as plus l'âge non plus de le faire. Enfin, moi, je sais que ça m'amuse plus d'aller en boîte, entouré de gens de 16 ans. Ouais. Et je me souviens les premières soirées, parce qu'on était dans notre groupe quand même dans les premiers à avoir un enfant. Et ma fille, qui n'est pas une grosse dormeuse, à chaque fois qu'on allait en soirée, qu'on l'a ramenée dans son petit cosy, elle pionçait, alors qu'il y avait du bruit autour. Ouais. Et en fait, tu peux l'emmener partout quand il est tout petit. Vraiment partout. Et après, tu peux le faire garder. Donc ça, socialement, tu te coupes pas de tes amis, c'est toi qui choisis de le faire, tu vois. Et tes parents, ça a changé un peu ta relation avec eux ? La première fois que j'avais mon père pleurer. C'est Quand vrai ? on l'a annoncé à Noël. C'était Noël 2017, du coup. Et mon père, qui est pas du tout démonstratif, vraiment, je te disais. On ramène la photo de la première écho et on leur avait fait tous une carte qui devait ouvrir en même temps, tu vois. Et putain, il m'est tombé dans les bras, il a pleuré, il m'a serré fort. Moi, j'étais comme... Je bougeais plus, je me dis merde, c'est mon père là. Il avait ce désir-là d'être grand-père parce qu'il n'a pas été très souvent là à la maison pour nous, parce que c'était, je te dis, la méthode à l'ancienne. Du lundi au vendredi, on le voyait quasiment jamais. Et le week-end, il était fatigué, donc il pionçait. Et je pense que au fond de lui, il s'en voulait un peu. Et il s'est dit, là, je vais rattraper le truc. C'est un grand-père génial. Ah ouais. Il est incroyable. J'aurais jamais cru ça de lui. Ma fille et mes deux filles, elles sont fans de lui. Lui est trop content d'être avec elle. Ma mère, elle nous a tellement dit je t'aime, elle est tellement démonstrative que ça m'a pas surpris, tu vois. Elle est géniale aussi. Mais non, ça transforme tout le monde autour de toi. Je crois qu'il y a eu la même chose avec, entre mon père et son père. Ouais. Moi, c'était il s'occupait pas trop de ses enfants, il était souvent loin. En fait, je remets le contexte, mon père vivait au Portugal, ouais. Et ses parents, ils étaient en Suisse pour travailler. Ouais. Et il voyait ses parents 1 fois, 2 fois par année. Et il avait un père, mon grand-père et un grand-père qui était dur. Ouais. Et avec moi, il a été un papy. Il est toujours. Lui aussi, je lui dis je t'aime. Ouais. Ouais. Mais ça t'a rapproché de ton père ? Ouais, quand même. Ah oui. Surtout au début, je me suis dit, en fait, il est comme ça. C'est juste qu'il osait pas dire. Et là, il le dit plus. Je me souviens, à la maternité aussi, il avait laissé une carte, un petit mot qu'il avait fait, un truc un peu maladroit, qu'il avait photocopié. C'était trop mignon, un petit mot. Il disait qu'il était fier déjà d'être son papy, alors qu'elle parlait pas du tout. Tu vois. Il avait laissé ça sur un coin en partant, et on l'a vu 2 heures après. C'est quoi ça ? C'était une photo. Et c'était trop bien. Je crois que depuis que je pense à, disons, avoir des enfants, il y a toujours ce truc de je me réjouis trop parce que, en fait, ça, c'est une étape de ma vie que je me réjouis trop parce que j'ai l'impression que tu redécouvres un peu la vie. Alors tu passes un peu au second plan, si je comprends bien, à en voir les gens qui ont des enfants. Le fait de faire passer ton enfant en premier, en fait, tu redécouvres un peu tous les différents trucs, toutes les différentes choses de la vie quotidienne, que ça peut être les voyages, ça peut être les petites choses du quotidien. Et en fait, je me réjouis trop parce que j'ai vraiment envie d'avoir des enfants une fois que je pense que j'aurai vécu tout ce que j'ai envie de vivre. C'était Julian de nouveau. Est-ce qu'il y a des choses ou des plaisirs que tu ne t'autorises plus maintenant que t'es père ? Non, je crois pas. J'ai pas de choses en tête. Tu penses à quoi ? Je sais pas, la teuf. Non, ça me manque pas. Et en fait, moi, je suis beaucoup sur les routes, beaucoup en tournée. Ouais. Et après, tu bois des coups, t'es pas couché forcément tôt. Et du coup, non, j'ai aucun manque. Ouais. Non, et je crois... Les films de cul Non, ça c'est pareil, une fois que tu rentres, Non, j'ai vraiment aucun truc où je me dis, merde, c'est parce que j'ai des enfants que je peux pas faire ça. Parce que t'as déjà un rythme de vie sain. Peut-être. Ouais. Ouais, sûrement. Hein. Moi, je vois des potes qui sont parents et c'était des gros tuffeurs. Et c'est vrai que ça les a changés. Alors, ouais, mais tu trouves ça pas triste, par exemple, d'un mec de 40 ans qui va dans les soirées entouré de gens de 15 ans ? Ah non, de ouf. Tu vois ? Moi, j'aime pas sortir. J'adore aller boire des verres. Ouais. J'aime pas aller en boîte. Je déteste ça. Ouais. Ah, moi, justement, je préfère, même si je parle peu, je préfère discuter avec les gens que d'aller... De ouf. J'aime pas danser, déjà. Ouais. Ah ouais ? Du tout. C'est vrai ? Pas du tout. Alors, pour ceux qui savent pas, t'as fait Danser avec les stars la saison dernière. T'as les noix en plus. Quand j'ai vu là. Mais ouais, quand j'ai vu là le casting de cette saison, j'étais trop deg. Je me dis putain, sur cette saison-là, j'aurais pu upgrader le match. Mais ils ont été moins bien payés, j'ai entendu ça. Ah ouais ? Ouais. Les cachets ont été réduits de... Je sais plus, énorme. Ouais, mais il y a eu des gros cachets, je pense, l'année d'avant. Moi, j'étais pas dans les gros cachets. J'étais un des moins bien payés, donc ils étaient contents que j'aille loin. T'as kiffé l'expérience ? Ouais. Bizarrement, ouais. Et en fait, c'est là où je me suis dit... T'aimes toujours pas danser ? Non. J'aime pas danser, mais
Mais là, en fait, si tu veux me faire apprendre une choré, je vais tout faire pour bien la faire, tu vois. Mais c'est pas danser. En fait, je sais pas danser la valse. Je sais danser une valse sur 3 minutes avec les pas qu'on m'a appris. Et en fait, j'ai découvert plein de danses différentes, mais je sais faire quelques chorés, mais je sais pas danser. Et j'aime pas ça. C'est-à-dire que tu mets de la musique, j'ai pas envie de bouger. J'écoute, j'aime bien écouter la musique, mais j'aime pas du tout danser. Et je me sens mal à l'aise. Et en fait, là, comme c'était des trucs guidés et le mouvement, tu vois, il y avait rien de spontané. Non. À part peut-être sur le contempo, qui a été une des meilleures danses de notre saison, là, qui était la meilleure danse de notre saison, où tu étais un peu plus libre, entre guillemets, les pas sont moins codés. Même si c'est très codé en fait le contemporain. Non, je me suis découvert un truc que j'aimais alors que j'aime pas, tu vois. Et c'est en faisant Danse avec les stars aussi que je me suis dit en fait, on peut tout le monde peut tout faire. C'est-à-dire que quand t'apprends et quand tu vas 8 heures par jour, parce que nous on bossait beaucoup, c'est-à-dire que normalement le deal c'est ça, t'as au moins 4 heures de danse journalière, donc tu fais soit le matin, soit l'après-midi. Et en fait nous on avait la chance d'avoir Taïk, Bilal et Dita Vantiz qui sont danseurs, qui eux prenaient 40 minutes par jour. Et du coup, on avait les salles libres. Donc moi, avec Candice, quand Taïk était du matin, ma partenaire de danse, je sais que Taïk, il arrivait en fin de matinée. Donc moi, je prenais sa salle et on allait danser avec Candice. Et inversement, quand eux, ils étaient de l'après-midi et qu'ils prenaient juste le début d'après-midi, on prenait un peu plus de temps pour manger et on allait danser. Et Candice, elle l'a encore dit là, je peux le dire, on n'est pas en direct, à Clémence, parce qu'elle danse avec Clémence, Candice, là. Okay. C'est 2 meufs. Okay. Oui, mais j'ai entendu parler de ça. C'est Candice qui a hérité de ça. Elle disait, Jérémy, c'est comme un maso. Elle dit, moi, ça faisait 10 saisons que j'ai fait ça. Elle dit, j'en ai vu des malades de travail. Elle dit, mais toi, t'es le pire. Elle dit, t'es fou. Et dès le premier jour, en fait, je savais qu'il y avait une salle libre l'après-midi. Et elle dit, demain, en forme et tout. Je dis, mais attends, on peut encore bosser là. Elle dit, moi, je suis là, je suis à ta disposition. Si tu veux qu'on travaille, on travaille. Je te dirai jamais non. Et en fait, on bossait tous les jours comme des tarés. Et c'est pour ça qu'on est allé aussi loin. Mais en fait, c'est fou que t'aies déjà accepté le fait que t'aimes pas danser, tu vois. Ouais. Mais moi, ils étaient déjà venus me chercher. J'avais pas passé le casting. Et c'est mon agent qui me dit, en fait, la saison d'avant, ils devaient le faire, j'étais à moitié chaud, et au dernier moment, ils ont dit, avec le Covid, c'est sans public. Et je dis, sans public, ça me donne pas envie, je sais pas ce que va être l'ambiance. Finalement, ils ont annulé cette saison. Et la saison d'après, ils sont encore venus me chercher. Et moi, je dis, non, pas trop envie. Et mon agent, il me dit, mais là, le casting, c'est au mois de juin. T'as rien à faire cette semaine du mois de juin. Va faire le casting, ça tombe, ils vont pas te prendre. Et en fait, j'ai fait le casting, et tu danses 4 heures. Pour un rendu de 30 secondes et après ils t'interviewent pendant 2 heures. Et je pense qu'ils m'ont pas pris pour la danse clairement, mais c'était plus pour l'ambiance et pour le fait que je lâche toujours une petite vanne, etc. Et que je suis quand même un peu compète, c'est-à-dire que le rendu, j'avais envie quand même que ce soit bien, même si je fais le con pendant le training. Et finalement, je l'ai fait et je regrette pas du tout. T'as dit, t'as fait comme un fou. Ouais. Sachant que t'aimais pas danser. Ouais. Dès que tu fais un truc, tu le fais à fond. Oui. Ouais. Ma nana, elle m'a dit ça aussi un jour. Elle dit en fait, je suis jamais inquiète quand il y a un problème, t'arrives toujours à le résoudre. Du genre, on avait un énorme chantier. Et à un moment, un gars, il m'a livré ce qu'on appelle un bobcat. Tu sais, c'est une pelleteuse. Et moi, si tu veux, tu dois rentrer dans le garage et après, tu arrives dans la cour et après, tu arrives dans le hangar. Là où je devais virer plein de terre. Dans le garage, il y a une porte en bois qui est une cave. Et le mec qui m'a livré, il est allé tout droit, il a pas vu la porte. Il est tombé. Et il a dit, je peux pas rester, je dois faire une livraison. Il est parti. Quoi ? Et donc, t'as 2 tonnes qui est à moitié dans ta cave, à moitié dans le garage. Et donc le mec il dit en fait il faut moduler le godet et tout, et j'ai réussi à le sortir de la cave, tu vois, en faisant plein de trucs, plein de manœuvres et tout, mais j'ai réussi au bout d'1 heure et demie à le faire. Et à chaque fois qu'il y a un problème, j'arrive à le résoudre, et ma nana elle dit à chaque fois en fait je sais que ça va aller. Et je suis un peu comme ça, j'aime pas perdre, forcément on aime bien gagner, mais une fois que je fais un truc je le fais vraiment, quoi. Dernier extrait, dernière question. Yes. D'ailleurs, une peur qu'on a gardée et que je garde encore aujourd'hui, parce que les enfants grandissent, mais ils sont toujours nos enfants. Donc voilà, la seule peur aujourd'hui, bien sûr, c'est mon absence, la mort, mais ils sont grands et tout va bien. Voilà, Hugo, je t'aime fort, gros bisous chérie. C'est beau de vous le dire. Ouais, en vrai, c'est important, je crois. C'est génial, et c'est sincère, tu le sens. Ouais. Quel héritage, alors je parle pas d'héritage financier, mais quel héritage tu souhaiterais léguer à tes enfants ? Quelle image t'aimerais qu'elles gardent de toi, tes 2 petites ? Un mec présent quand il faut, parce que je suis pas souvent là à la maison, mais quand je suis avec elle, c'est même pas donner beaucoup, pour moi c'est logique, tu vois. Mais non, j'ai envie qu'elle se dise plus tard, je suis super fier que ce soit lui mon papa, tu vois, j'aurais pas aimé un autre papa. Je veux celui-là, même si je le voyais pas tout le temps, machin. J'ai envie que, tu vois, d'être complice encore avec mes filles quand elles auront mon âge à moi
qu'elles veulent se confier, qu'elles n'aient pas peur de me dire des trucs, genre pour leur première règle, elles viennent m'en parler aussi. Que ce soit pas qu'un truc de meuf, qu'elles se sentent libres. Vraiment envie de ça. D'être aussi un complice. Je vois il y a des copines à moi, leur père c'est leur héros, tu vois. J'ai envie d'être le héros de mes filles. Ouais, vraiment. Et tu le seras. J'espère. Ouais. J'espère. Et si je le suis pas, c'est que j'aurais loupé quelque chose à un moment. Mais là, pour l'instant. T'es dur avec toi. Bah non, mais il faut s'attendre à toutes les éventualités. Et encore une fois, moi, tu vois, c'est au moment où j'ai eu ma fille que j'ai compris pourquoi ma mère voulait des nouvelles de moi tout le temps. Alors que, voilà, je me débrouille, c'est bon, j'ai la trentaine, j'ai mon appart, je suis indépendant financièrement. Lâche-moi. En fait, non. C'est toujours ton petit bébé, tu vois, même si y a de la barbe, enfin, tant de barbe qu'il puisse avoir. Non, donc ouais, j'ai très envie de... Ouais, que mes filles soient fières de moi. Je fais pas tout pour, hein, tu vois, pour moi, je fais les choses naturellement. Mais je serais tellement triste de les avoir déçus, tu sais. Qu'elles se disent, bah là, en fait, j'ai pas été heureuse avec toi. Je comprends. Ouais. Et encore une fois, c'est pas l'aspect financier qui prime. Je me souviens que moi, tu vois, j'ai des souvenirs de trucs avec mes parents qui sont tout cons. À chaque fois, quand ils mettaient les lumières pour Noël, mon père il faisait un tour en voiture avec nous. Ça coûte rien. Tu fais un tour en bagnole. Et je me rappelle de ces trucs-là. Ouais, alors qu'on est allé à Disney ou des conneries comme ça. Mais je sais que tous les ans, on était contents d'aller faire un petit tour en voiture. Ils s'organisaient avec les voisins pour Noël. Nous, on allait au cinéma, on voyait le dernier Disney. Et quand on rentrait, il y avait des cadeaux au pied du sapin. Et tu fais, mais c'est chaud, quoi. Ça peut pas être mon père ni ma mère. Et t'as pas l'intelligence de dire, bah, en fait, il file les clés au voisin. Le voisin, il dépose tes cadeaux. Et voilà. Là, c'est que des petites attentions à la con. Elles s'en rappelleront parce que moi j'ai plein aussi avec mes parents des petits trucs. Enfin, c'est des petits détails. Je sais pas, là, je réfléchis à des trucs. Je me rappelle de, je sais pas, mon père qui venait me raconter des histoires au lit, il les inventait. C'est ma passion. Ah oui. Il les inventait. Ouais, ma fille elle me demande des berceuses inventées. Et je me rappelle encore des histoires. Et je te jure, c'est des petits détails comme ça qui feront que. Bien sûr. C'est ça le plus important, et c'est quand c'est sincère. Ouais. Et tu l'es, t'as l'air. Ah, moi je suis pleinement épanoui dans mon rôle de papa. Ouais. Ça m'a changé dans le bon côté. Je pense que j'étais un peu un mec qui pensait qu'à lui au départ. Et là, c'est vraiment ton sens des priorités, il est totalement inversé. Ouais. C'est-à-dire que je suis personne. T'aimerais rajouter quelque chose là-dessus, sur la parentalité? Aimez vos enfants comme ils vous aiment, non? Je sais pas. Ouais, c'est important de se dire je t'aime. Ouais, vraiment. Ouais. Je t'encourage. Est-ce qu'on a le temps pour les musiques? Yes, bien sûr. Vas-y. Voici Monsieur Jérémy Crédit. Ah, c'est moi. Prends du café. Ok, bon, j'ai repris un peu la bande originale. Ouais. On va reprendre à peu près le même principe. Le principe, c'est que vous avez un invité et qu'il y a 3 chansons, je crois, en fonction des années. En tout cas, il y a des chansons. L'invité choisit des chansons. T'as choisi 3 chansons. Ouais. Je t'ai demandé. Habituellement, on fait un jeu musical. Aujourd'hui, on va parler des chansons et je commence avec la première. Ouais. Grand Jacques. De Jacques Brel. Elle est folle cette chanson. Ouais. Elle est vraiment géniale. C'est en gros l'histoire, c'est un mec, il est avec une fille un peu toxique, tu vois. Mm-hmm. Et en fait, voilà, il arrive à se séparer d'elle. Donc il en a parlé à sa mère. Sauf qu'elle revient cette meuf. Sauf qu'il dit à tout son entourage, c'est bon, je suis le plus fort. Elle est revenue, je vous préviens, elle est dans le coin, mais ça va aller. Et en fait, à la fin de la chanson, il envoie tout balancer pour Mathilde, pour cette meuf. Ouais. C'est un film. L'amour aveugle. Ouais, et en 3 minutes, elle dure 2 minutes 40, cette chanson, un truc comme ça. Et putain, elle monte. Mais le mec était puissant, quoi. Oui. Brel, il te racontait des choses dans une chanson. Et moi, je suis très de la vieille école. J'adore les vieux chanteurs français. Moi, Claude François, non, je déteste. Charles Aznavour, quand il est mort, j'ai pleuré. Ouais. Moi, ça m'a fait quelque chose. Putain, j'avais honte aussi de Johnny quand il est mort, j'ai pleuré. Alors que, tu vois. C'est juste ce qu'il représente, quoi. Ouais. C'est fou. Ouais. Ça m'avait touché. C'est Elvis. C'était une légende vivante. Ouais. C'est-à-dire que la dernière légende vivante, française, c'est éteinte. Ouais. Parce qu'après, il n'y a plus, c'est plus des légendes. Et Brel, non, ça me touchait beaucoup. Ça, la chanson des vieux amants, des trucs comme ça. Et c'est un des metteurs en scène aussi qui disait ça. Parce qu'en fait, j'avais peur d'aborder des sujets dans l'humour qui avaient déjà été faits. Il dit, mais regarde, les chansons d'amour, il y en a 12 000. Et il y en a peut-être 5 ou 6 qui te touchent parce qu'il y a un certain angle qui a été pris. Pourtant, c'est le même sujet. Et en fait, tu vois, tu peux parler d'un même thème, mais avec ta vision à toi, ton angle à toi. Donc tu peux faire même ce qui a déjà été fait. Si tu le fais avec un certain angle, tu peux trouver une originalité là-dedans.
Et elle date d'une période, elle t'accompagne, t'a toujours accompagné cette chanson ou c'est... Mathilde ? Ouais. Non, mais Brel en général. Ouais. Mais celle-là, je l'adore. C'est là où justement il dit qu'elle est revenue et qu'il envoie tout chier. Ça, c'est la chanson qui accompagne ma fille. La première que je mets sur Insta. Elle lui va trop bien. C'est drôle quand tu l'as choisie. Moi, c'est une chanson qui me rappelle des trucs de ouf. Ouais. Ah ouais ? Ouais. J'avais fini. Alors en Suisse, on appelle le lycée, le gymnase. Ouais. J'ai fini le lycée et je me rappelle très bien de ça. J'ai eu la remise des prix. J'ai eu des prix. Ouais. J'avais 200 balles. J'étais trop content. J'avais 18 ans. Cette musique ? Non. Je vais te raconter. On est parti à Belfort aux Eurocaines avec mon ex et mes 2 meilleurs potes. On a fait la fête à fond. Et le lendemain, à la fin des Euroc, on partait encore en groupe au Portugal chez ma grand-mère. Yes. Et on avait une voiture et on avait acheté le disque de Métronomie. Et tout l'été, on a fait 2-3 semaines là-bas. Il tournait en boucle et on chantait toutes les chansons par cœur. Et cette chanson, je crois que c'était la première de l'album. Oui, je crois que c'est une des premières. Ouais. Et elle me rappelle presque ce passage un été fou, magique. Ouais. Devenu un peu adulte, tu vois, déjà avec tes potes, ta copine, et j'ai une voiture au Portugal. Ouais, c'est cool. Et toi, c'est... Moi, c'est l'intro, tu sais, comme sur Insta, c'est les 15 premières secondes. Et du coup, les premières notes, je sais pas pourquoi, je suis tombé sur... ça lui allait tellement bien. En fait, ça va bien quand elle est petite, t'as fait des conneries. Elle arrêtait pas de tourner sur elle-même, c'est pour ça que je l'appelle Turbine. Et qu'elle s'appelle comme ça sur Instagram. Et les gens, des fois, pensent que vraiment j'ai appelé ma fille Turbine. Alors que ça ne veut pas du tout comme ça. Mais... ça lui allait tellement bien de l'avoir tournée, tu sais, quand ça avait à peine marché sur tu. Elle est même dans mon spectacle, cette musique. Ouais. Ouais. Je ramène un peu de mes filles avec moi. J'envoie ces lettres. Ouais. Je rappelle mon père d'abord. Faut que je prévoie cette fête. J'ai promis de faire pour le 10. Ça, c'est pour la deuxième. Je pense à l'été. Non, Ben Mazué, ma fille, elle est née sur l'album de Ben Mazué qui s'appelle La femme parfaite. La femme idéale, je crois. Femme idéale, je crois. Je crois que c'est femme idéale, c'est ça. Et elle est née sur une des chansons de Ben. Et Ben Mazué, c'est ma coloc de l'époque qui était folle de ce mec, alors qu'il n'était pas du tout connu. Et vraiment, au niveau du texte et tout, le gars est très 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 fort. C'est un ghostwriter aussi, il écrit pour d'autres. Tu le sais pas, mais des chansons qui cartonnent, qui sont bien écrites, ça vient souvent de lui. Le mec est hyper sympa. Et moi, donc, jour de l'accouchement, elle naît sur une musique de Ben, tu vois. Et je lui envoie un message. Et lui le voit 6 mois plus tard. Et il me répond, il était à la Réunion, moi j'étais à l'île Maurice. Il dit, c'est fou, il m'envoie un pavé de découvrir ça, je suis désolé de te répondre que maintenant, c'est hyper important pour moi. Et bref, ça me suit un peu, j'adore ce que fait ce gars, il est hyper cool et il y a plein d'humoristes qui le prennent en première partie et tout. Oui, le gars est très drôle. Mais je devais aller le voir, je l'ai pas vu. Franchement, ça vaut le coup, c'est pas un chanteur à minette. C'est un stand-up. Ouais. Fait des vannes et tout. Ah, c'est hyper drôle, il est hyper drôle sur scène parce que donc il raconte comment... En fait, ces transitions entre les chansons, c'est un peu de texte et tout. Ouais. Il est fort, il est vraiment très très marrant. Et le gars est chou. Et cette chanson-là, oui, adorable. C'était justement le contemporain de Danse avec les stars. Ok. Notre avant-dernier prime, justement, où c'était une danse de fou. Et même au niveau des téléspectateurs, j'ai eu plein de messages. Même les juges et tout, ils étaient là. Il vient de se passer un truc, quoi. Ouais. Et du coup, elle me suit un peu maintenant cette chanson. Je me dis, il y a eu un truc de grand qui est sorti de ce truc. Il y a eu une belle danse, il y a eu mes filles qui l'écoutent aussi souvent, qui comprennent pas forcément ce qu'il dit, mais... Je trouve que vous avez un truc en commun, c'est cette douceur dans la voix. Ouais, possible. Ouais. Et plus dans les aigus, Ben. Ouais, mais il y a un truc où vous réfléchissez, vous avez une douceur. Ouais. Alors, je lui ai jamais parlé, mais ouais. Eh bah, tu pourrais l'inviter sur le podcast. J'aimerais beaucoup. Ouais, après il est beaucoup en tournée. Mais ce gars est très sain, très top. On l'aime. Pour le coup, tu vois, un gars sain, papa, bah voilà, t'as un bel exemple aussi avec Ben Mazué. Bon, on va terminer ce podcast. Yes. Il y a une coutume dans le podcast. C'est de finir nu et de courir dans la rue. Exact. Bah, putain, mais prévenez-moi. Il faudrait que tu me dises bienvenue sur Cosette. Ouais. Et je le mettrai au début de l'épisode. Très bien. Ouais. T'es chaud ? Bien sûr. Vas-y. Bienvenue sur Cosette. Parfait. Ça va, c'est pas trop compliqué. Merci beaucoup, Merci Jérémy. Merde pour ce soir. Je prends. Et tu sais pourquoi on le dit, ça ? Non. C'est vrai ? Non, tu le sais, mais t'as envie que je le dise. Non.
En fait, on se dit merde parce qu'à l'époque où le théâtre cartonnait, les gens venaient en fiacre, tu sais, ils venaient en calèche. Oui. Et quand il y avait beaucoup de bouse devant le théâtre, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de monde dedans. Et du coup, quand on dit merde, c'est on te souhaite du succès. Tu sais que je le savais pas. C'est vrai ? Ouais. Ben voilà, non, c'est cadeau. vrai, pour de vrai. Trop bien. C'est cadeau. C'est pour ça qu'on dit merde. Tu veux rappeler des actus, donc grosse date à Paris, le 30 décembre à l'Olympia. Et sinon, voilà, combien de personnes à l'Olympia ? Il y a 2200 personnes. Enfin 2201 parce que je suis sur scène. C'est Técos qui se balade. C'est un bel écrin. On te souhaite tout le meilleur à ta famille. Bah moi je souhaite le meilleur en retour à tous ceux qui nous écoutent là. Ouais. En vrai. Tu veux finir sur laquelle des 3 chansons, le podcast ? Même Métronomie, on a des bons souvenirs en commun là-dessus. Trop bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Fanny, le jeu pour elle c'était de trouver quel serait le. Ah oui. Fanny est très 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 jeu de mots. Elle aime. Pour la vue sur scène, tu sens qu'elle aimerait en faire, mais elle n'ose pas parce qu'elle dit c'est trop has-been. Mais tout ce qu'elle repartage sur Instagram elle adore ces petits jeux de mots dans les chroniques France Inter. Allez, allez super. Digression, moi je suis, tu vois, genre tout le monde en France, je crois qu'ils vont aider à subventionner les voitures électriques. Ouais, mais là c'est pareil dans les mines. Pas sûr que ça soit. Bah ouais. Non, parce que les minerais rares là, les métaux rares qu'ils doivent aller chercher, c'est aussi une catastrophe écologique. Ça, on s'en est rendu compte 5 ans après les premières voitures électriques, c'est que c'est pas forcément moins polluant en fait. Surtout en Allemagne, bon, on fait une petite digression, mais en Allemagne, l'électricité, les 70% je crois, c'est fait au charbon. Ouais. Si tu charges ta voiture au charbon, bon bref. C'est ça. Quand tu remontes les maillons de la chaîne, tu te dis bon, en fait, on va crever. On s'éloigne des enfants, tout ça. Non, je disais, non, mais c'est en fait c'est le but du podcast aussi, c'est qu'on ait un sujet, mais qu'on puisse parler de toi aussi, mais pas directement. Très bien, c'est bien joué. J'ai entendu que t'as. Non, ça on a parlé. Alors, je vais mettre un extrait. On a parlé de ça.